Chapitre 17, le choix impossible. La nuit revenait sur Montréal comme un rideau qu'on tire trop lentement. Les lampadaires éclairaient la neige sale d'une lumière jaune fatiguée, les vitrines reflétaient des silhouettes pressées qui rentraient chez elles sans lever les yeux, et les autobus passaient avec leurs grondements lourds, pleins de gens épuisés par la journée. Dans les quartiers résidentiels, on entendait des rires étouffés derrière des portes fermées, des télévisions trop fortes, des pas dans des cages d'escalier étroites. La ville gardait sa façade habituelle, celle d'un endroit qui fonctionne malgré tout. Mais derrière cette façade, quelque chose travaillait en silence. Pas une peur de ruelle sombre ni une peur primitive du bruit derrière soi, mais une peur plus lente, plus profonde, une peur institutionnelle qui se propageait par les téléphones, par les rapports, par les regards méfiants. Une peur qui faisait qu'un policier n'était plus certain de son collègue et qu'un citoyen n'était plus certain de sa police. Ce genre de peur ne crie pas. Elle use. Yvon Tremblay était assis dans son bureau, un endroit simple et ordonné où chaque objet avait une place précise. Une carte de Montréal couvrait un mur, marqué de traits, de cercles, de notes discrètes. À côté, une autre carte montrait tout le Québec, immense, presque intimidant, comme un rappel constant que la ville n'était qu'un chapitre dans quelque chose de beaucoup plus vaste. Poutine était couché près de la porte. Il ne dormait pas vraiment. Son souffle restait calme, mais ses oreilles bougeaient au moindre son, au moindre pas dans le corridor. Le chien ressemblait à une sentinelle silencieuse, une présence qui rassure autant qu'elle avertit. Le café devant Yvon avait refroidi. Son téléphone, lui, reposait au centre du bureau comme une preuve vivante. Il vibra. Appel masqué. Poutine se redressa immédiatement et fixa Yvon, sans grogner, sans tension excessive, simplement attentif, comme s'il comprenait que ce moment exigeait de la lucidité. Yvon répondit sans dire un mot. La voix revint, plus douce qu'à l'habitude, et cette douceur rendait chaque syllabe plus lourde, plus calculée. Elle parlait comme quelqu'un qui lit une histoire à voix basse dans une pièce calme, très loin du chaos qu'elle provoquait. Elle dit qu'elle savait que Yvon commençait à comprendre le vrai problème. Ce n'était pas seulement un tueur en série. C'était un récit qui avalait tout ce qui tentait de le corriger. Elle expliqua que chaque tentative de contrôle, chaque procédure, chaque intervention officielle finissait par devenir un élément de son histoire, comme si le monde entier ne faisait que lui fournir du matériel. Puis elle annonça, avec une simplicité déconcertante, qu'elle lui offrait un choix. Yvon ne répondit pas. Il laissa le silence faire son travail, comme toujours. Une question mal posée peut être plus dangereuse qu'une arme. La voix continua. Elle dit que le prochain chapitre était déjà prêt, déjà écrit dans sa tête, déjà placé quelque part dans la réalité comme une pièce sur une table d'échecs. Une vie policière allait être prise cette nuit-là. Un homme ou une femme en uniforme, quelqu'un avec un nom, une réputation, une famille, des collègues qui allaient se souvenir. Et, selon elle, quelqu'un qui avait quelque chose à se reprocher. Elle insista sur ce point avec un calme presque moral, comme si elle décrivait une règle naturelle. Dans son récit, personne ne mourait par hasard. Chaque victime portait une faute, parfois énorme, parfois minuscule, parfois seulement une décision banale, une signature, une phrase dans un rapport qui avait changé la vie de quelqu'un d'autre. Puis elle ajouta que Yvon voulait sauver des gens. Elle savait ça. Elle savait qu'il cherchait à arrêter l'hémorragie. Alors elle lui donnait une possibilité. Une seule. Il pouvait sauver cette vie policière. Mais à une condition. Il devait choisir quelqu'un d'autre à sa place. Pas un suspect officiel, pas un criminel jugé, mais une personne qu'il considérerait lui-même comme coupable selon la logique du récit. Il devait donner un nom réel, un nom qu'il livrerait à la police, et ce nom deviendrait le prochain chapitre. Le froid traversa la poitrine de Yvon comme une lame. Ce n'était pas un choix. C'était un piège moral. S'il refusait, un policier mourait. S'il acceptait, il devenait complice. La voix, comme si elle lisait exactement cette pensée, expliqua que se taire ne lavait personne de sa responsabilité. Dans cette histoire, le silence était déjà une décision. Poutine fit un pas vers Yvon, posa brièvement son museau contre sa jambe, puis recula.
Un geste simple, presque banal, mais suffisant pour le ramener dans le réel. Yvon demanda comment il pouvait être certain que la voix respecterait sa promesse. Elle répondit immédiatement qu'il ne pouvait pas en être certain. Elle ajouta que la certitude appartient aux preuves et que les preuves arrivent toujours trop tard. Elle prétendait offrir autre chose, une possibilité d'agir avant. Puis elle donna un indice. La cible de cette nuit n'était pas un inconnu. C'était Méro. Le mot tomba avec un poids particulier. Au Québec, un héros n'est pas seulement quelqu'un qui fait son travail. C'est quelqu'un qu'on montre aux médias, qu'on invite dans les écoles, qu'on utilise comme symbole pour rappeler que le système fonctionne. La voix dit qu'elle voulait briser ce symbole. Parce que briser un héros, c'est briser la confiance. Et sans confiance, tout le reste s'effondre plus vite. Yvon garda la voix stable lorsqu'il demanda combien de temps il avait. Elle répondit avec la précision habituelle. Jusqu'à 23h59. Toujours cette limite. Toujours cette frontière entre 2 jours. Après 7 minutes, dit-elle, le chapitre s'écrirait sans lui. Puis son ton changea légèrement, plus intime, presque personnel. Elle dit qu'Yvon se croyait plus propre qu'elle, plus juste, plus humain. Elle reconnut que c'était probablement vrai, mais elle ajouta que les institutions, elles aussi, tuaient lentement en classant, en ignorant, en reportant. Elle prétendait simplement être plus honnête. Elle mettait un carré noir sur ce que les autres cachaient. Enfin, elle conclut avec une cruauté tranquille en affirmant que s'il refusait de choisir, elle choisirait à sa place et que la règle avait changé. Ce ne serait plus une seule mort. Ce serait 2. Parce que refuser, selon elle, serait une erreur. L'appel coupa. Le silence du bureau devint lourd. Yvon resta immobile un long moment, écoutant simplement sa propre respiration et le bruit lointain de la ville. Il comprit alors la mécanique réelle. Le tueur ne cherchait pas seulement des victimes. Elle cherchait un complice moral. Elle voulait qu'il écrive lui-même une ligne du livre. Et s'il écrivait cette ligne, il ne redeviendrait jamais un simple lecteur. Il deviendrait un personnage. Il se leva lentement et regarda la grande carte du Québec. L'immensité du territoire lui sauta aux yeux, cette beauté brute faite de forêts, de rivières, de routes interminables et de villages isolés où le monde peut être magnifique et dangereux à la fois. Puis il regarda Montréal sur l'autre carte, plus dense, plus nerveuse. Quelque part là-dedans, un héros marchait encore, inconscient que son nom flottait déjà dans l'esprit d'un narrateur. 23h59 approchait. Et cette fois, ce n'était pas seulement une course contre un crime. C'était une course contre une décision.